Et nous voilà de nouveau en live. Bonjour Aude, Bonjour Aymeric. vous allez bien? Oui, ça va et vous? Super. Merci à celles et ceux qui effectivement nous rejoignent et qui ont été présents depuis ce matin. On va parler pendant plus d'une heure en compagnie de Aude sur les informations et les consultations du CSE. On va avoir plaisir à échanger ensemble. Je vais rapidement vous donner la parole, Aude, puisqu'effectivement, la lumière est sur vous, puisque vous avez une expertise à partager, une grosse expertise en plus. Donc, je vous laisse, dans un premier temps, peut-être vous présenter un petit peu, qu'on puisse en savoir plus sur votre parcours, votre environnement professionnel, et je vous laisserai ensuite la main pour cette présentation. Oui, donc bonjour à tous. Je suis Aude Simard, je suis avocate depuis 2014 et installée à mon compte depuis 2017 au sein de mon propre cabinet. Je consacre mon activité exclusivement au droit du travail et exclusivement à la défense des salariés, de leurs représentants et des CSE. Donc, je ne travaille que de ce côté-là, par conviction. Et voilà, à ce jour, j'ai une collaboratrice, un secrétariat, et puis différents associés qui exercent soit également en droit social, soit en droit des étrangers, droit de la famille et droit pénal. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous et vous expliquer un petit peu au sujet des consultations des CSE et surtout de l'articulation des consultations entre les consultations dites ponctuelles et les consultations récurrentes, parce que il y a eu récemment un arrêt de la Cour de cassation qui est venu finalement mettre un terme à des différences de jurisprudence sur le sujet entre cette articulation entre consultation ponctuelle et consultation récurrente. Donc, c'est l'occasion aussi de rappeler ce que c'est, consultation ponctuelle et consultation récurrente, et ensuite de voir justement l'arrêt de la Cour de cassation, quel est son intérêt, pourquoi c'est important, et qu'est-ce qu'on peut en faire de cet arrêt et des suites à donner à cet arrêt. D'accord. Donc, on va passer de suite à la présentation des consultations ponctuelles. Ensuite, je passerai aux consultations récurrentes. Et enfin, on verra justement cet arrêt de la Cour de cassation, son cas d'espèce et sa portée. Je précise simplement deux précisions avant de partir dans ces explications qui sont parfois un petit peu techniques. Simplement, je précise que je parle des règles applicables au CSE de plus de 50 salariés. D'accord. Voilà. Donc, et que de temps en temps, je vais donner la précision, mais que je ne vais pas aborder l'articulation des consultations entre CSE central et CSE d'établissement, qui est encore un sujet assez riche et vaste. Oui. Donc voilà, pour vous donner un petit peu ce que je ne vais pas aborder et ce que je vais aborder. Si vous avez des questions spécifiques sur ce sujet, je peux y répondre aussi. Donc sur les consultations ponctuelles, la première question, c'est sur quoi on va être consulté. Et donc, il y a deux fondements en fait à ces consultations ponctuelles. Ce qu'on appelle consultation ponctuelle, pour le CSE, là je parle des consultations ponctuelles sur ces attributions qu'on va dire économiques. Et donc, à ces consultations ponctuelles, sur un projet déterminé, on va avoir deux fondements. Le premier fondement, c'est l'article 23.12.8 du Code du travail. Voilà, cet article 23.12.8 qui est le principal fondement des consultations ponctuelles. Et on va retrouver donc des consultations sur le volume ou la structure de vos effectifs au sein de l'entreprise, une modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, également une modification des conditions d'emploi, de travail, et notamment la durée du travail et la formation professionnelle, l'introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement important modifiant vos conditions de travail, les conditions de travail, de sécurité et des salariés. Et enfin, un dernier alinéa sur les consultations relatives aux accidentés du travail et invalides de guerre. Dans ces alinéas, ceux qui sont importants, ça va être principalement le 3 et le 4.
Pourquoi ? Parce que finalement, et notamment dans le 4, vous allez pouvoir introduire tout projet déterminé, puisque tout projet déterminé qui va être un aménagement important modifiant vos conditions de travail et de sécurité et les conditions de travail. Pour vous donner un exemple assez simple, par exemple, le déménagement des locaux d'une entreprise, ça va être considéré comme un projet déterminé entrant dans les consultations obligatoires du CSE ponctuelles au titre de l'article 23.12.8 du Code du travail et notamment de son alinéa 4, puisque c'est un aménagement important qui va modifier les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail des salariés. Voilà. Évidemment. Donc, si vous vous posez la question à un moment, est-ce que mon employeur, sur ce projet déterminé qui concerne toute l'entreprise et qui va finalement toucher aux conditions de travail du salarié, est-ce qu'il doit obligatoirement consulter le CSE ? La réponse, elle est très probablement dans l'article L23.12.8. Pour garder l'ensemble de ces alinéas. Si ça ne rentre pas exactement dans un de ces alinéas, a priori, vous allez pouvoir le faire rentrer dans l'alinéa 4, qui est tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail. Donc, par exemple, on va avoir le déménagement des locaux, on va avoir la mise en place d'un nouvel outil de travail, logiciel ou autre. On va avoir, j'avais un cas notamment comme ça, où finalement c'était des surfaces de vente, des vendeurs qui vendaient en vie réelle, donc sur un plateau de vente, et on leur demandait de passer à temps partiel sur de la vente par Internet. Et l'employeur venait nous dire, mais pas du tout, ça n'est pas un projet sur lequel je dois consulter mon CSE. Eh bien, évidemment, le juge a jugé tout le contraire en estimant qu'il s'agissait bien d'un aménagement important qui modifiait les conditions de travail, de passer d'une vente en réel à une vente par une plateforme Internet, que ça venait modifier les conditions de travail et donc que le CSE devait être consulté sur ce projet et donner un avis sur ce sujet qui allait impacter forcément les salariés. Sur les consultations ponctuelles, vous avez un deuxième fondement qui va être l'article L23.12.37. Je vais vous le mettre là. Où là, on va avoir des thèmes qui sont véritablement économiques et qui, pour la plupart, vont toucher en réalité à des difficultés économiques de l'entreprise, qui vont être la restructuration et la compression des effectifs, des licenciements collectifs pour motifs économiques, des opérations de concentration, offres publiques d'acquisition, des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. Donc là, on va être vraiment plus tellement sur un projet pour l'avenir de l'entreprise, mais en tout cas sur un projet de nature économique, souvent de réduction des effectifs, etc., qui va entraîner des problématiques très particulières. Dans cet article, là, vous avez l'alinéa 1 qui fait un peu tâche et qui parle de la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés. Donc tous les autres articles, ils nous parlent de motifs économiques, de restructuration des effectifs, de procédures de sauvegarde, mais on a cet article, cet alinéa 1 sur les moyens de contrôle de l'activité des salariés, qui fait un peu exception, qui se rapprocherait plutôt à l'autre article que je vous ai présenté tout à l'heure sur la mise en place d'un projet déterminé. Mais il est important puisque, notamment, tout ce qui est géolocalisation, badgeage, changement dans les moyens de contrôle de l'activité des salariés, là encore, pour le coup, ça va être l'article L23.12.37. Vous avez une information de consultation ponctuelle obligatoire du CSE sur la base de cet article. Donc, sur ces consultations ponctuelles, vraiment les fondements, si vous interrogez, c'est ces deux articles et ça doit rentrer dans ces deux cas en cas de projet déterminé de l'employeur. Alors, une fois qu'on sait sur quoi on doit être consulté, on va regarder un petit peu quelles sont les modalités de consultation du CSE sur ces projets déterminés qui doivent tomber dans les définitions qu'on vient d'indiquer. Donc, la première observation, c'est que c'est la communication des informations. Alors là, je vais mêler un petit peu. J'avais fait un plan où on voyait la communication des informations nécessaires et le délai pour exprimer un avis. Ces deux choses sont
intrinsèquement liés, puisque en réalité, ce qui va faire courir le délai pour exprimer l'avis du CSE, c'est véritablement la communication de l'information par votre employeur. Donc, votre employeur doit vous communiquer les informations nécessaires à votre consultation, une note écrite suffisamment précise sur le projet déterminé. Et c'est la communication de cette information suffisamment précise, par écrit, aux membres du CSE qui va faire courir le délai pour le CSE pour s'exprimer. D'accord. Là, je vous donne simplement une petite précision, c'est que si jamais vous considérez que les informations qui vous ont été données ne sont pas suffisamment précises et ne vous permettent pas de donner un avis éclairé, évidemment, je vous invite à faire un écrit à votre employeur avec la liste des questions au président du CSE pour, là aussi, avoir une information précise pour pouvoir exprimer un avis. C'est important de faire une liste précise des questions et de le faire par écrit, parce que si jamais il y a un débat justement sur la qualité de l'information qu'on vous a donnée et de dire nous, on n'a pas pu exprimer notre avis parce que finalement l'information n'était pas assez précise, il va falloir qu'on ait un écrit pour ça, pour éventuellement dire au juge on va aller décaler le délai pour le CSE pour rendre un avis au moment où l'employeur aura répondu aux questions qui avaient été formées par le CSE. Ouais. D'accord ? Donc, si votre employeur vous donne une information loyale et précise sur un projet, si je reprends mon projet par exemple de déménagement, voilà, je vous informe par une note explicative d'information consultation que nous allons déménager dans des locaux qui se situent qui font telle taille, la luminosité, etc., l'organisation des bureaux, etc., etc. Donc, je vous donne une information suffisamment précise. À partir de ce moment-là, le CSE a un délai qu'on appelle un délai préfixe pour exprimer son avis. Ce délai, il est très court, il est d'1 mois. Donc, il faut à ce moment-là se dépêcher pour exprimer son avis. Je précise que les délais que je vous donne là, c'est les délais prévus par le Code du travail. Il est toujours possible que vous ayez un délai un petit peu plus favorable dans un accord collectif. Mais si vous n'avez pas d'accord collectif plus favorable, les délais, ça va être 1 mois pour exprimer votre avis à compter de l'information donnée par l'employeur et de 2 mois en cas d'intervention d'un expert. Intervention d'un expert qui est extérieur à l'entreprise, extérieur au CSE. Voilà, exactement. Intervention d'un expert extérieur à l'entreprise que vous allez voter éventuellement en CSE. Donc, si vous voulez allonger justement les délais et avoir un avis éclairé là aussi sur le projet déterminé sur lequel on vous consulte, eh bien, il va falloir nommer là aussi un expert. Et comme, là j'empiète encore un petit peu sur la question des expertises, mais comme ces délais sont de toute façon très courts, ce que je vous invite à faire, c'est de toute façon, en règle générale, de demander l'organisation d'une réunion exceptionnelle de CSE, d'une part pour poser vos questions, et d'autre part, éventuellement, pour voter l'expertise, mettre à l'ordre du jour le vote d'une expertise. Parce que si votre employeur vous donne l'information aujourd'hui, 29 novembre, je vous donne l'information, donc nous allons déménager, je vous donne la note d'information, que votre prochain CSE, il est le 29 décembre, et qu'au 29 décembre, vous votez une expertise pour regarder un petit peu la nature du projet, etc., et bien en fait, au 29 décembre, quand vous votez l'expertise, le délai est déjà quasiment expiré. Donc vous allez le refaire partir pour une délai d'1 mois, mais pas de 2 mois. Donc il faut, dans la mesure du possible, voter, si vous voulez voter une expertise, et si vous voulez avoir un certain nombre d'éclaircissements sur le projet, organiser une réunion exceptionnelle avec votre employeur pour pouvoir poser vos questions, éventuellement voter une expertise, et ensuite, dans un second temps, rendre un avis. Je précise aussi que ces délais, de manière générale, on les proroge pas. Donc ça veut dire que j'avais un CSE comme ça, ils avaient décidé de boycotter leur session parce qu'ils étaient en conflit avec leur employeur, etc. Eh bien, le délai n'a pas été prorogé par la juge parce qu'ils avaient décidé de boycotter les sessions. Donc, si ce délai court et que le CSE n'a pas rendu son avis, l'avis, il est réputé négatif. Et le CSE est réputé consulté.
Donc, ça ne sert à rien de laisser passer ces délais ou de ne pas donner d'avis ou de boycotter les séances. Et ben, en fait, le projet en question va tout de même pouvoir être mis en œuvre par l'employeur s'il vous a suffisamment informé à ce moment-là, que le délai a couru, que le CSE n'a pas rendu son avis dans le délai d'un mois, il est réputé avoir donné un avis, même négatif, et le projet, il peut être mis en place. Ouais. Je précise aussi que de toute façon, il faut quand même savoir, il y a un certain nombre d'élus qui pensent pouvoir éventuellement, par leur avis ou en ne rendant pas d'avis, que le projet ne pourra pas être mis en place. La réalité est que le projet, de toute façon, à partir du moment où vous êtes consulté, pourra être mis en place, quoi qu'il arrive, par l'employeur. Vous n'avez pas de pouvoir de veto par rapport à ce projet. Vous avez un pouvoir de discussion, de comprendre quelle est l'étendue du projet, de faire des remarques, des avis et des vœux. Donc justement, votre avis et vos outils pour être informé sur ce projet, c'est de demander des informations, c'est de faire des expertises et c'est surtout d'exprimer un avis dans le délai requis, donc d'1 mois ou de 2 mois. Et cet avis, comment il va être formulé? Vous allez rendre un avis positif ou négatif sur le projet, mais surtout, ce que je vous invite à faire, c'est d'exprimer des avis et des vœux. C'est-à-dire, il ne faut pas simplement dire je rends un avis négatif ou positif, point. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire ça. Ce qui est intéressant, c'est de dire, de faire un certain nombre d'avis et de vœux, c'est-à-dire voilà, on va déménager à telle adresse, et là, vous allez demander à l'employeur de justifier de la luminosité des locaux, de garantir, par exemple, si c'est loin des transports, une navette, de proposer ci ou ça, enfin d'être force de proposition sur ce projet pour demander éventuellement des comptes à votre employeur. Donc, ce qui est important, c'est de, certes, prendre un avis positif ou négatif, mais surtout d'expliquer pourquoi et de demander des garanties ou faire des vœux, exprimer des vœux à votre employeur qui va être obligé de vous répondre. C'est l'article L 2312-15. Donc cet avis, une fois que vous l'avez bien rédigé, vous le mettez à l'ordre du jour d'une séance qui se situe dans le mois après l'information donnée par votre employeur. Vous le mettez à votre ordre du jour et vous le votez dans votre ordre du jour. Vous dites avis validé par l'ensemble des membres du CSE. Et ce qui va pouvoir être en PV. Pardon ? L'organisation, du coup, c'est plus probable d'avoir une organisation d'une réunion exceptionnelle. C'est très probable d'avoir une réunion exceptionnelle, effectivement. Ouais. Parce que les délais sont tels que parfois, vous n'avez même pas de CSE dans le délai où on vous a donné l'information. Ouais. Ouais. Voilà. Sur les expertises, donc là encore, vous pouvez voter une expertise en CSE. Là encore, je vous invite à faire une réunion exceptionnelle pour pouvoir voter une expertise. Dans le cadre de la mise en place d'un projet important, cette expertise, et donc ça va être le cas sur les projets ponctuels et les consultations ponctuelles de manière générale, cette expertise, elle va être quasiment de droit. Et donc, ça veut dire que vous allez pouvoir la faire prendre en charge au moins à 80% par votre employeur et 20% pour le CSE. Les experts en général, les experts habilités, ils ont 1 mois pour rendre leur expertise. Et ensuite, vous allez pouvoir rendre votre avis à partir de l'expertise. Parfois, les experts même vous aident précisément à rédiger un avis sur tel ou tel projet par rapport aux conditions de travail des salariés. La typologie d'un expert, par exemple? Comment? La typologie d'un expert, par exemple? Alors, on va avoir beaucoup d'experts là sur des projets ponctuels, des experts sécurité, santé des salariés. D'accord. Conditions de travail, risques psychosociaux. On va avoir beaucoup de cabinets d'expertise dans ces domaines-là. D'accord. Voilà. Alors, j'avance donc sur les recours que vous avez. Je me rends compte que c'est un peu dense. Hein. Peut-être que vous avez des questions. Sur les recours que vous avez par rapport à ces consultations ponctuelles. Donc là, je parle de recours juridiques. Vous avez un premier recours qui va être un recours pour obtenir des informations. Donc il arrive malheureusement
que votre employeur ne soit pas parfaitement diligent et refuse de vous communiquer un certain nombre d'informations ou de précisions sur le projet. D'accord ? Donc, je reprends encore une fois l'exemple, par exemple, d'un déménagement. Si je vous donne juste une note en disant on déménage à telle adresse, point, vous allez dire j'ai vraiment pas assez d'informations pour pouvoir donner un avis éclairé sur ce projet. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez saisir le juge judiciaire sous la forme des référés, c'est l'article 23, 12, 15 du Code du travail, en procédure accélérée au fond pour avoir communication des informations dont vous avez besoin pour exprimer votre avis. Petite subtilité, c'est que ce juge est censé juger dans un délai extrêmement restreint qui est de 8 jours, sauf qu'au regard, malheureusement, du fonctionnement de la justice aujourd'hui, actuellement, et de ses moyens, c'est assez rare en réalité que le juge statue sous 8 jours. Et la problématique, c'est que le simple fait de saisir le juge pour avoir plus d'informations sur le projet ne proroge pas votre délai. Donc vous êtes toujours coincé avec votre délai d'1 mois, alors que vous avez saisi un juge pour avoir des informations qui va statuer éventuellement à telle date. Donc on a des jurisprudences malheureusement dans ce cas, où en fait on a le juge qui 3 mois après donne droit à l'accès à certaines informations, mais le délai pour donner son avis pour le CSE est déjà passé en fait. Donc ce qui est important, c'est de demander surtout à ce juge de proroger aussi, de prolonger les délais que le CSE a pour exprimer son avis. Donc, la procédure accélérée au fond pour obtenir des informations complémentaires. Ensuite, vous avez un deuxième recours, c'est ce qu'on appelle donc un recours en référé suspension du projet pour suspendre la mise en place de ce projet. Le référé suspension, il est utilisé dans 2 cas. Il est utilisé dans un cas où il n'y a pas de consultation du tout du CSE. J'ai mis en place un projet, j'ai déménagé tout le monde, je ne vous ai même pas consulté. Là, on va pouvoir saisir le juge des référés en suspension du projet, mais également si vous considérez que vous avez eu une information insuffisante. Et si le juge, lui aussi, considère que véritablement, l'information a été totalement insuffisante et donc, finalement, que vous n'avez pas véritablement été consulté sur ce projet. Voilà. Et dans ce cas, ça va être considéré comme étant un trouble manifestement illicite auquel le juge doit mettre fin par la suspension du projet. Précision quand même, et ça me permettra d'arriver sur le dernier recours que vous avez, c'est que le projet, il faut qu'il puisse être suspendu. Donc, le projet, il ne doit pas avoir été entièrement déployé. Ça, vous avez de la jurisprudence là-dessus. Oui. Ou si c'est la mise en place de tel logiciel que la mise en place, elle a été faite, elle est terminée, ça ne sert à rien de saisir le juge pour suspendre le projet. C'est trop tard. Et d'ailleurs, le juge des référés, il va vous dire, moi, j'ai plus rien à suspendre. Donc, j'ai un non-lieu à statuer. Il n'y a pas lieu à statuer sur une suspension de ce projet. Donc, la saisine du juge de référé, c'est assez technique, c'est au bon moment, à un moment où les salariés et les membres du CSE savent qu'il y a un projet en cours qui est en train de se déployer et qui ne sont pas consultés. Et là, on peut saisir éventuellement en suspension du dit projet. Et sur un projet qu'il est possible, du coup, d'annuler ou de mettre en suspension. Alors, on peut de mettre en suspension, parce que là encore, on ne pourra pas faire annuler le projet. On pourra le suspendre et obliger, du coup, l'employeur à consulter le CSE. Et une fois que cela sera fait, le projet pourra être mis en place. Effectivement, ça a dû donner lieu à beaucoup de jurisprudence. Effectivement. Donc, sur la question, effectivement, de est-ce que le projet est déjà mis en place? Est-ce que le projet est un projet sur lequel il faut impérativement, obligatoirement consulter le CSE, etc. Là, vous avez effectivement beaucoup de matière sur la question. Et donc, si jamais vous avez le projet a déjà été mis en place, vous n'avez pas été consulté, parfois vous le découvrez à ce moment-là, votre employeur est vraiment extrêmement peu diligent, mais là, du coup, le seul recours finalement qui vous reste éventuellement, c'est un recours en réparation du préjudice subi par le CSE, qui est celui du délit d'entrave, puisque là, votre employeur a fait entrave au fonctionnement normal du CSE
en ne consultant pas le CSE sur un projet déterminé, ce qui est illégal et ce qui est surtout constitutif d'une infraction pénale, dans laquelle vous pouvez donc engager la responsabilité de la société et de son représentant légal, et ainsi voir condamner l'employeur pour délit d'entrave au fonctionnement du CSE et être indemnisé et indemniser le CSE. Donc on est sur un recours de réparation, mais qui, dans les cas extrêmes, peut être effectivement mis en œuvre. Voilà. Ensuite, on a fait un petit peu le tour, en tout cas on a dégrossi un petit peu ce sujet des consultations ponctuelles, sur un projet ponctuel déterminé. Et on va aborder la question, effectivement, des consultations récurrentes. Les consultations récurrentes, donc comme leur nom l'indique, ça va être vraiment des consultations, pour le coup, pas sur des projets déterminés, mais sur des projets, pas vraiment des projets, mais du long terme pour l'entreprise. Donc ça va être défini dans l'article L 2312-17 du Code du travail. Là. Donc les informations... voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, c'est tout bon. Voilà, donc on a 3 types d'informations de consultation dites récurrentes, qui sont les informations de consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur la situation économique et financière de l'entreprise, et la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi. Moi, aujourd'hui, je vais me consacrer un petit peu plus à la question des orientations stratégiques de l'entreprise, parce que c'était celle qui était visée dans l'arrêt duquel je voulais vous parler aujourd'hui. Mais ce que je vais vous dire est vrai pour les autres types, c'est la situation économique et financière de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise. Donc, dans les orientations stratégiques, on doit vous consulter sur les conséquences de ces orientations stratégiques sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences et les orientations sur la formation professionnelle et le plan de développement des compétences. Donc, on est vraiment sur une consultation au long cours sur orientation stratégique, je ne sais pas, de l'entreprise. Je ne trouve pas d'autres mots pour l'expliquer, je trouve ça assez clair. Oui. Voilà. Donc, la question ensuite de la périodicité et des délais pour donner votre avis. Donc, la question donc, des orientations, des consultations récurrentes, tout ce qui est dans le Code du travail va être dit supplétif, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, on va pour le coup, pour ces consultations-là, vous renvoyer à un accord. Donc, il est possible que vous ayez dans vos accords collectifs des dispositions différentes de celles prévues au Code du travail, qui sont des dispositions qui sont applicables au cas où vous n'auriez pas d'accord sur ces sujets. Cependant, sur la périodicité, le Code du travail fixe une périodicité maximale à son article 23.12.19 du Code du travail. Le délai maximal, c'est un délai de 3 ans. Donc, c'est-à-dire que tous les 3 ans, au maximum, votre employeur doit consulter le CSE sur ses orientations stratégiques. Et la mise en place et la conséquence de ces orientations stratégiques sur, encore une fois, principalement les conditions de travail, pour résumer, des salariés. Vous pouvez avoir, donc ça c'est la périodicité maximale. Si vous n'avez pas d'accord, le Code du travail prévoit que vous êtes consulté tous les ans sur ces orientations stratégiques. Donc ça veut dire que chaque année, vous allez devoir donner un avis sur ces orientations stratégiques. Là encore, les délais pour donner votre avis, c'est toujours malheureusement les mêmes, sauf encore si vous avez un accord qui va venir vous donner un délai plus favorable. Mais sinon, votre délai pour être consulté sur les orientations stratégiques, ça va toujours être d'1 mois à partir du moment où votre employeur vous a mis à disposition les informations nécessaires à votre avis. Et les informations relatives à votre avis sur les orientations stratégiques,
ces informations-là, puisqu'elles ne concernent pas un projet déterminé, ces informations-là, on va considérer qu'elles sont dans votre BDES, donc dans votre banque de données économiques et sociales disponible, où vous allez avoir les informations qui vont vous permettre de donner un avis. Et surtout, votre employeur va devoir précisément préciser les impacts que ces orientations stratégiques auront sur les données présentes dans la BDES. Là encore, vous pouvez, et je vous invite à le faire, une réunion exceptionnelle pour poser vos questions relatives aux orientations stratégiques qu'entend mettre en place votre employeur. Sur le contenu de votre avis sur les orientations stratégiques, là encore, je vous invite à donner un avis le plus détaillé possible, parce que plus vous donnez un avis détaillé, pas seulement positif ou négatif, plus vous donnez un avis détaillé et plus l'employeur va devoir vous répondre. Donc, les modalités de remise de cet avis sont prévues à l'article 23.12.24 et vous pouvez faire des propositions alternatives aux orientations stratégiques de votre employeur. Et ces propositions alternatives doivent être transmises à l'organe de direction de l'entreprise, aux organes de direction, qui doivent vous répondre de manière argumentée. Là, c'est intéressant parce que c'est vraiment l'expression du dialogue social dans toute sa splendeur, on va dire, puisque véritablement, ça veut dire que vous, salariés, vous pouvez faire des propositions alternatives sur les orientations stratégiques. C'est-à-dire que si moi, employeur, je vous dis, bon, bah là, on a des grosses difficultés économiques, on va décider les orientations stratégiques à 3 ans, ça va être un maximum de réduire les coûts, de fermer tel endroit, de réduire la masse salariale. Vous avez le droit de dire, écoutez, voilà, nous, CSE, on a fait une expertise avec un expert comptable, et voilà nos propositions alternatives. On vous propose de réduire les coûts là, de faire ci, de faire ça, et donc peut-être éventuellement de fermer moins d'établissements, de supprimer moins de postes, par exemple. Et ça va devoir être transmis aux organes de direction qui vont devoir vous répondre de manière argumentée. Vous allez avoir, en tout cas, une information plus complète et plus précise sur le pourquoi du comment des orientations stratégiques. Vous n'allez pas pouvoir tout changer, mais au moins vous allez pouvoir essayer de dialoguer avec l'employeur sur ces questions-là. Vous allez être impliqué dans la définition des orientations stratégiques. Peut-être les faire bouger, peut-être pas. L'employeur a d'ailleurs l'obligation de répondre à cette sollicitation de la part du CSE et de ses membres. Exactement. Il a cette obligation-là d'y répondre de manière argumentée. C'est là où vraiment ça va être intéressant pour le CSE. Ouais. Avec un délai peut-être de l'employeur ? Il n'y a pas de délai prévu au Code du travail pour répondre. Là encore, ça peut, comme on est vraiment sur des dispositions supplétives, ça peut être dans votre accord collectif avec un délai précis pour répondre. Mais le Code du travail ne le prévoit pas. D'accord. Là encore, simplement précision aussi, donc vous pouvez évidemment sur ces grands sujets-là, on conseille de voter des expertises. Donc là, on va être sur plutôt l'expertise comptable en général, sur les orientations stratégiques ou la situation financière de l'entreprise, ou un mixte d'expertise comptable et conditions de travail. Le recours à l'expertise, notamment l'expertise comptable, est de droit quand vous êtes consulté sur les orientations stratégiques. Donc, c'est-à-dire que votre employeur ne peut pas refuser le vote d'une expertise lorsque vous êtes consulté sur les orientations stratégiques et lorsque vous êtes encore dans le délai pour donner votre avis. Toujours la subtilité de bien faire des réunions souvent exceptionnelles pour pouvoir voter l'expertise. L'expertise, elle doit être votée dans le délai pour donner votre avis. J'ai eu aussi un CSE qui avait voté l'expertise après le délai pour donner son avis. Et là, pour le coup, la juge a dit l'expertise n'est plus utile
n'a plus lieu d'être, puisqu'en fait, le délai pour être consulté est dépassé. Donc là, en tout cas, elle considérait que le recours à l'expertise n'était pas utile. Pour ce qui est donc encore une fois, de recours à l'expertise comptable, elle est de droit pour les orientations stratégiques. Ça veut dire encore une fois que vous allez avoir une prise en charge par l'employeur à 80%, 20% à la charge du budget de fonctionnement du CSE. D'accord. Une précision simplement, mais votre accord collectif peut réduire le nombre d'expertises comptables auxquelles vous pouvez avoir droit lorsque vous êtes consulté sur les orientations stratégiques. Ça veut dire qu'en fait, votre employeur peut dire, on vous consulte tous les ans sur les orientations stratégiques, par contre, le recours à l'expertise, c'est tous les 3 ans. Ça peut être prévu éventuellement dans un accord. Parce que les expertises, ça coûte cher. Voilà. Un petit peu le contexte, en tout cas, on a un petit peu défriché ces sujets de consultation ponctuelle et consultation récurrente. Et donc, on va pouvoir arriver justement à cet arrêt de la Cour de cassation qui est du 21 septembre 2022 et qui a été publié au bulletin. Alors, je précise simplement donc, que les arrêts publiés, quand c'est publié au bulletin, ce sont des arrêts que la Cour de cassation estime importants. Donc, ça veut dire qu'elle estime que ces arrêts ont une importance particulière dans sa jurisprudence. Et d'ailleurs, ça a même fait l'objet d'une notice explicative, que vous voyez là. Donc, ça veut dire véritablement que la Cour de cassation a voulu donner une publicité particulière à cette décision. Pourquoi ? Parce que justement, la question était comment on articule ces consultations ponctuelles sur un projet déterminé et les consultations sur les orientations stratégiques. Est-ce que ces consultations, elles doivent se faire dans un ordre précis ? Est-ce qu'elles sont autonomes l'une de l'autre ou pas ? Et sur le sujet, on avait des jurisprudences dissonantes. Certains disaient que oui, il y avait un lien entre les deux types de consultations et donc qu'il fallait faire l'une avant l'autre, et d'autres disaient non. Pourquoi cette question ? Je vais vous rappeler en fait le fait d'espèce là de la Cour de cassation, qui sont assez parlants et par lesquels on comprend pourquoi c'est important éventuellement de faire une consultation avant l'autre. Dans le cas d'espèce, il s'agissait d'établissements d'enseignement catholiques privés. Il souhaitait, l'employeur, procéder à la fermeture d'un établissement. Donc, ils ont décidé de faire une consultation ponctuelle sur ce projet de fermeture et ils ont lancé cette information-consultation ponctuelle, fermeture de l'établissement, disons, je ne me rappelle plus des dates, mais disons 1er janvier. Je lance mon information-consultation sur ce projet de fermeture de l'établissement. Donc, dans ce cas, les élus doivent se prononcer sur les conséquences, sur les conditions de travail, etc., pour les salariés. Et puis, je crois à peu près 20 jours plus tard, le 20 janvier, là, l'employeur consulte sur les orientations stratégiques. Et là, donc sur les orientations globales de l'ensemble du groupe de l'entreprise. Et donc là, on a une vue d'ensemble, tout d'un coup, de l'employeur, et on est consulté sur cette vue d'ensemble et sur les projets de l'employeur sur un plus long terme. Et donc là, le CSE a saisi le juge en suspension de l'exécution du projet déterminé de la fermeture de l'établissement en disant « Attendez, mais nous, on demande à être consulté d'abord sur les orientations stratégiques, c'est-à-dire sur le point de vue global, sur l'ensemble, sur où est-ce qu'on va faire des économies, pourquoi on fait des économies, pourquoi on veut réduire la masse salariale, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions, est-ce qu'il n'y a pas des propositions alternatives dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était quelque chose qu'on pouvait exprimer dans le cadre des orientations stratégiques. Donc, le CSE a dit, moi je demande à suspendre ce projet déterminé parce qu'il fallait d'abord faire la consultation sur les orientations stratégiques
auquel cas j'aurais pu formuler des propositions alternatives auxquelles mon employeur aurait eu l'obligation de me répondre de manière argumentée, et auquel cas on aurait peut-être pu trouver d'autres solutions que la fermeture définitive de l'établissement. Donc il disait, d'abord nous consulter sur les orientations stratégiques, avoir un dialogue social là-dessus, puis éventuellement, deuxième temps, nous consulter sur ce projet déterminé de fermeture d'un établissement. Et le premier juge avait dit, effectivement, je vous suis, c'est tout à fait logique, et dans un esprit de dialogue social, il est normal que l'employeur vous consulte au préalable sur les orientations stratégiques, puis sur la mise en place de ce projet déterminé. Et donc, puisque la consultation sur les orientations stratégiques avait été faite après, il a suspendu à la réalisation de cette consultation récurrente sur les orientations stratégiques. Il avait suspendu la réalisation du projet, c'est-à-dire la fermeture définitive de l'établissement. L'employeur fait appel, et en appel, la cour d'appel confirme et dit effectivement, je suis d'accord avec le premier juge, il fallait effectivement que l'employeur consulte au préalable sur les orientations stratégiques, puis sur le projet déterminé. Je constate au regard des délais d'appel que le projet a malgré tout été mis en place malgré la décision du premier juge, donc en plus ils avaient condamné à une provision pour délit d'entrave de 30 000 €. L'employeur porte l'affaire en cassation, et là, patatras, la Cour de cassation nous dit, finalement, elle revient sur les fondements de ces deux types de consultation-information. Elle nous dit, ça n'a rien à voir, les fondements, ce ne sont pas les mêmes, les fondements juridiques. Surtout, en droit, il n'y a aucune obligation de faire telle consultation avant telle autre. Donc finalement, ce que plaidait le CSE, c'était de dire je respecte un peu la bonne foi quand même aussi de l'employeur, mais surtout je respecte l'esprit du dialogue social. Et la Cour de cassation nous dit c'est bien mignon, cette histoire d'esprit de dialogue social, mais juridiquement, ça n'a pas de fondement. Ça n'a pas de fondement. Et il est vrai qu'effectivement, il n'y a pas de fondement juridique légal au fait de dire on doit faire telle consultation avant telle autre. Donc, malheureusement, là, la Cour de cassation ferme le banc et nous dit, voilà, dorénavant, vous ne pourrez plus venir nous plaider qu'il fallait faire la consultation orientation stratégique avant la mise en place d'un projet déterminé, quand bien même ce projet déterminé serait la conséquence des orientations stratégiques. Donc malheureusement, tout ça est terminé. Les seuls, cette autonomie entre consultation ponctuelle et consultation récurrente vaut pour l'ensemble des consultations récurrentes, donc orientation stratégique, situation financière et politique de l'entreprise, politique sociale de l'entreprise, et pour l'ensemble des consultations ponctuelles que nous avons vues précédemment. Le seule possibilité pour moi de contrecarrer un petit peu cette décision de la Cour de cassation, c'est si véritablement l'employeur n'a pas respecté les périodicités pour les orientations stratégiques et ne vous consulte pas sur les orientations stratégiques du tout et met en place des projets déterminés qui sont la conséquence pratique de ces orientations stratégiques, vous pouvez toujours attaquer en délit d'entrave en disant vous ne respectez pas la périodicité de consultation qui soit est prévue à l'accord collectif, soit est prévue au Code du travail et qui est d'1 an en cas d'application des dispositions supplétives. L'autre possibilité, à mon sens, de contrecarrer un petit peu ça, c'est finalement la Cour de cassation, elle réclame un fondement juridique. Et elle a bien raison. Et le fondement juridique précisément qu'on peut lui donner, éventuellement, si vous avez des accords collectifs, c'est d'indiquer dans les accords qu'il y a un ordre de consultation, qu'on va d'abord procéder à la consultation sur les orientations stratégiques,
et ensuite sur les projets déterminés. Donc là, après, ça nécessite un effort de rédaction pour préciser vraiment l'articulation entre les deux dans un accord collectif. Mais, à mon sens, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas, de dire à la Cour de cassation ou aux juges qui sont amenés à juger dans ces cas-là, de les renvoyer vers l'accord et en disant il y a bien un fondement à l'articulation entre ces deux types de consultation. Il n'est pas légal, mais il est dans notre accord collectif. Voilà. Et voilà, je crois. Elle va pas laisser des traces, mais elle fera date effectivement dans l'articulation entre ces consultations récurrentes et elle fera Tout date. à fait. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'ici, véritablement, on avait des jurisprudences qui disaient tout et son contraire. Donc, évidemment, les avocats des CSE ont plaidé qu'effectivement, il fallait systématiquement faire d'abord les orientations stratégiques, ensuite les projets déterminés, et on pouvait s'appuyer là-dessus pour dire qu'il fallait suspendre un projet déterminé. Les employeurs plaidaient l'inverse sur la base d'autres jurisprudences de cour d'appel. Et bon, il y a un moment, effectivement, de toute façon, il faut prendre une décision qui va dans un sens ou dans un autre. En général, les cours d'appel suivent les arrêts de la Cour de cassation, surtout quand l'arrêt de la Cour de cassation il est publié, qu'il y a une note explicative qui va avec pour nous expliquer pourquoi ces deux types de consultations sont totalement autonomes. Bon, ça veut dire la Cour de cassation, elle dit, bon, maintenant, mes chers juges de cour d'appel, vous allez appliquer la jurisprudence que j'ai fixée et je ne veux plus en entendre parler. Ouais. Voilà. Et dans ce cas précis, donc, du coup, les salariés n'ont pas eu, il n'a pas été évoqué le délit d'entrave. La somme évoquée des 30 000 euros n'est plus d'actualité. L'intégralité des. Exactement. Des Exactement. ont été annulées. Exactement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Donc là, c'est un coup quand même assez rude pour le CSE de se voir casser en cassation là-dessus. Je ne sais plus si un renvoi jugé autrement, mais bon, de toute façon, les jeux sont faits. Hein. Donc effectivement, je crois qu'il a évoqué même. Il n'a même pas. Si elle a remis quand même l'affaire à juger en état devant la cour d'appel autrement composée, mais c'était vraiment l'argument principal du CSE. Donc malheureusement, je vois pas comment, même si elle renvoie à la cour d'appel autrement composée, enfin un système de renvoi, même si elle renvoie à la cour d'appel autrement composée, je vois pas comment la cour d'appel, après s'être pris un coup de bâton aussi rude dans la tête, puisse juger différemment de la cour de cassation. Sachant que l'argument principal du CSE était de dire il y a un trouble manifestement illicite qui permet la suspension du projet parce que nous n'étions pas au préalable consultés sur les orientations stratégiques. Parce que la consultation sur le projet déterminé avait été faite. Donc c'était pas ça leur argument principal. J'en ai terminé pour les explications. S'il y a des questions, j'ai pas suivi. Oui, alors il y en avait eu deux. Une première d'Alexandrine. Vous faisiez mention effectivement de la BDES. Et il a fait le commentaire, c'est lorsque l'employeur ne nous donne pas accès à la BDES. Je crois que c'est pas légal. Ouais, exactement, c'est absolument illégal hein, si vous n'avez pas accès à la BDES. Donc là, bon, déjà, il faut se rappeler encore une fois, ce qui fait courir les délais d'information-consultation, c'est les accès aux informations. Donc dans les projets déterminés, c'est une fiche de renseignement, d'information qui est distincte de la BDES, puisque c'est des informations qui ne doivent pas être nécessairement dans la BDES. Mais dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, c'est vraiment les informations de la BDES. Donc, déjà, ça veut dire que votre délai pour donner votre avis du CSE n'a pas commencé à courir si vous n'avez pas accès à la BDES. Et ça veut aussi dire que concrètement, vous n'êtes pas consulté vous n'êtes pas réputé avoir été consulté sur les orientations stratégiques. Donc, c'est un délit d'entrave au fonctionnement du CSE. Et donc, pour avoir accès à cette BDES, vous avez plusieurs types de recours. Déjà, ne pas donner ces accès, c'est un délit d'entrave. Donc, vous avez ce recours-là qui est un recours en réparation du préjudice subi.
et en condamnation de l'infraction des personnes responsables. Et vous avez aussi un recours civil auprès du juge civil, juge judiciaire, pour ordonner à l'employeur de vous remettre la BDES. Et ça, c'est un recours fondé sur l'article 809 du Code de procédure civile, parce que ne pas avoir accès à ces informations, ne pas avoir accès à la BDES, c'est un trouble manifestement illicite. Maintenant, on a des jurisprudences qui vont véritablement en ce sens. Et donc, le juge peut ordonner sous astreinte la communication des codes d'accès à la BDES et des informations, ou bien de compléter aussi, parce que souvent on a les problématiques de BDES qui ne sont pas complètes. Donc on a des élus qui ont des codes d'accès, si elle est informatique, la BDES, qui ont des codes d'accès, mais c'est complètement vide, il n'y a absolument rien dedans. Et donc là, vous pouvez aussi ordonner sous astreinte à ce que l'employeur complète cette BDES. Donc sous astreinte, ça veut dire vous mettez une grosse astreinte de 500 € par jour de retard, etc. Ouais. Donc là, on peut avoir des grosses astreintes qui peuvent être liquidées, donc, qui sont quand même assez qui peuvent en tout cas permettre de faire bouger l'employeur sur ce sujet. Sans compter encore une fois quand même que c'est une responsabilité pénale. Hein. Ne pas compléter cette BDES, ça peut mettre en branle votre responsabilité pénale, soit du président du CSE et des personnes morales et des personnes physiques qui représentent la société. Donc, ouais. On avait une question de Thierry, je pense que c'est son cas personnel d'ailleurs. Lors d'une consultation et que le CSE donne un avis défavorable sur l'extension des horaires d'ouverture de notre entrepôt, est-ce que l'entreprise peut quand même mettre en place son souhait ? Ouais. Du coup, effectivement, la difficulté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vos seules armes, vos seuls outils lors d'une consultation, ça va être de donner un avis et d'essayer au moins d'avoir le maximum de précision et d'informations, éventuellement de faire expertiser ces projets, mais vous ne pouvez pas bloquer le projet. Si vous donnez un avis négatif, le projet peut quand même être mis en place. La seule obligation de l'employeur, c'est de vous consulter, de vous donner suffisamment d'informations, de vous consulter, de répondre éventuellement à vos remarques, à vos vœux. Ouais. Ça, c'est une obligation. C'est pour ça que vraiment, je vous invite à compléter un maximum vos avis et à ne pas rester sur juste je donne un avis négatif, je donne un avis positif. Parce que ça, pour le coup, l'employeur, qu'est-ce qu'il va vous répondre en fait ? Donc, développer un maximum, présenter des vœux, demander des explications, demander des garanties sur tel point ou tel point, parce que là, pour le coup, il a une obligation de vous répondre. Et donc voilà. C'est en fait le fait d'aller au maximum pour obliger l'employeur en fait à argumenter. Oui, c'est ça, exactement. Et d'avoir l'employeur qui argumente sur tel projet et qui vous donne un maximum d'informations. Et de manière générale, le fait d'avoir une expertise aussi très précise va vous permettre d'avoir un avis le plus précis possible et de vous donner des pistes aussi de propositions d'avis. Parfois, on peut pris au dépourvu, on ne sait pas forcément quelles sont les conséquences psychosociales de tel ou tel. Voilà. Il y avait une question de Marie par rapport à l'accès à la BDES qui était uniquement ouvert aux titulaires ou aussi aux suppléants, même dans une structure de moins de 50 ? Alors, là, comme ça, je ne pourrais pas vous répondre. Normalement, les accès, c'est à tout le monde, tous les élus du CSE titulaires et suppléants. Et dans les entreprises de moins de 50, vous savez, on a accès normalement aussi à la BDES. Une question plus générale de Anne. À qui est envoyé le délit d'entrave ? L'inspection du travail ou les prud'hommes et l'employeur ? Alors, le délit d'entrave, il y a plusieurs recours possibles. Effectivement, l'inspection du travail en fait partie. Donc, j'ai envie de dire, votre premier interlocuteur en termes de délit d'entrave, ça peut être l'inspection du travail. L'inspection du travail est habilitée à dresser des PV pour constater les infractions de votre employeur. Donc, si vous avez un PV de l'inspection du travail qui constate une infraction de délit d'entrave, ensuite, vous êtes bien parti pour obtenir une condamnation judiciaire. Okay,
mais sinon, si l'inspection du travail, donc ensuite l'inspection du travail, ils peuvent dresser des PV et aussi saisir la juridiction compétente, qui est la juridiction pénale, pas les prud'hommes. Hein. Les prud'hommes, c'est compétent pour vos relations individuelles de travail. Donc un salarié qui saisit à l'encontre de son employeur. Quand vous êtes sur une relation collective du travail, on va saisir le juge judiciaire, tribunal judiciaire, ou bien le tribunal correctionnel, puisqu'on est sur un délit d'entrave. Donc ensuite, vous pouvez saisir aussi, vous pouvez vous faire une plainte. Vous pourriez aller au commissariat, hein, mais malheureusement, au commissariat, souvent, ils ne comprennent rien. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Moi, je suis là pour prendre des plaintes pour vol. Donc, en général, au commissariat, ils n'y comprennent pas grand-chose à une plainte pour délit d'entrave. Mais dans l'idéal, vous pourriez aller déposer une plainte pour délit d'entrave au commissariat. Vous pouvez envoyer un recommandé au parquet pour une plainte simple en délit d'entrave ou pour une plainte avec constitution de partie civile. Après, vous avez aussi possibilité de faire une citation directe pour saisir directement le juge en délit d'entrave. Voilà. En tout cas, pour la compétence, c'est vraiment le juge pénal qui est compétent, tribunal correctionnel. Et effectivement, votre premier levier d'action, c'est l'inspection du travail. Parce que eux, s'ils viennent, qu'ils font un PV de constatation d'infraction, bah là, effectivement, normalement, la procédure va se mettre en branle. Est-ce que les chartes de télétravail font partie des orientations stratégiques? Alors non, les chartes de télétravail ne font pas partie des orientations stratégiques en tant que telles, mais par contre, elles sont effectivement, je dirais, plutôt dans le cadre d'un projet déterminé, de mise en place d'un projet déterminé. Et donc, de toute façon, vous devez être consulté effectivement là-dessus. Parce que si vous voulez, vous avez dans une charte de télétravail, déjà, il va falloir vous donner un certain nombre d'informations sur la mise en place, etc., qui ne figurent pas dans la BDES. À chaque fois qu'on dit orientation stratégique, c'est les informations qui figurent dans la BDES. Ah oui. Là, vraiment, projet déterminé, c'est vraiment un projet déterminé à un moment où vous allez effectivement être informé et avoir des informations supplémentaires aussi sur la mise en place. Voilà. Ok. Je pense qu'on peut partager vos coordonnées, Aude, si vous êtes effectivement d'accord. Oui, pas de souci, avec plaisir. Et puis l'idée, c'est de savoir, on vous contacte, mais on vous contacte pourquoi? Qu'est-ce qu'il est possible de faire avec vous? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il est possible de faire avec moi, disons, sur la partie déjà orientation de salariés éventuellement, sur des problèmes individuels, déjà, vous pouvez soit me poser vos questions individuelles ou m'envoyer des salariés qui ont des problèmes individuels dans votre entreprise. Par ailleurs, je propose aussi des forfaits pour les CSE, des forfaits des abonnements à l'année pour pouvoir justement poser l'ensemble de vos questions à mon cabinet qui va vous répondre. Et puis, par ailleurs, vous pouvez aussi me contacter si vous avez un contentieux avec votre employeur. Donc, si il faut saisir un juge ou si vous voulez attaquer en délit d'entrave, si vous voulez attaquer pour justement avoir la communication d'informations, si vous avez une BDES incomplète, donc là où il y a vraiment une action à réaliser qui est ponctuelle pour le coup, vous pouvez aussi me contacter, mais vous pouvez me contacter aussi pour une relation un peu plus au long cours avec ces systèmes d'abonnement que je propose. Voilà. Ok. Merci beaucoup. On n'a pas forcément l'habitude de faire intervenir directement des avocats en droit du travail. Pour autant, c'est vraiment une expertise qui vient servir les CSE. Là, on a pris effectivement une thématique, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres que vous pouvez traiter. Mais du coup, voilà, en 1 heure, juste traiter effectivement un sujet, ça peut prendre du temps. Mais c'était un vrai plaisir, en tout cas, d'avoir pu échanger avec vous, d'avoir pu montrer. C'était avec plaisir. Voilà, c'est toujours difficile un petit peu comme exercice de savoir à quel point vous pouvez donner des précisions juridiques et en même temps vulgariser, mais en même temps être assez précis. Donc, si vous avez des retours, hein, ce sera avec plaisir. Voilà. Écoutez, moi, les coordonnées de Aude sont partagées. On va, je pense, clôturer cette journée. Donc, je vous dis à très bientôt et puis je laisse à Aude le mot de la fin. Merci à tous pour votre écoute et bonne fin de journée. Merci Aymeric en tout cas. Merci beaucoup, à très bientôt.